Bonsoir à tous les mangeurs de livres et bienvenue dans le podcast des dévoreurs de bouquins. Alors, chose promise, chose due, voici la dernière salve des conseils d'été. Il reste à peu près 2 semaines de vacances, il y a de quoi lire quelques livres, hein, il y a de quoi en manger. Alors commençons. Premier conseil. Donc, petit aparté, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres, c'est le 6e je crois, podcast consacré au conseil de lecture de l'été. Le principe, c'est que je suis dans ma bibliothèque et que je regarde mes étagères. Et ce qui m'attire l'œil, je vous en parle. J'avais commencé par le côté de l'imaginaire. Après, j'ai fait un peu d'histoire, un peu d'enquête policière, enfin journalistique quoi, sur le crime organisé. Et là, bah, quand même, c'est les vacances. On va parler de bons vieux romans, des romans à dévorer et à apprécier sur la plage ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. On y va? Allez. Premier conseil, un livre qui m'a retourné. Le tour du monde du roi Zibeline, de Jean-Christophe Ruffin. Alors comme souvent, j'aurais pas misé un copec dessus. Je vous avoue que je suis pas forcément un aficionado de Ruffin, mais bon, ce livre il m'a converti. Alors c'est quoi le tour du monde du roi Zibeline? Bah le roi Zibeline, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. C'est Maurice Auguste Beniowski, qui a vécu au XVIIIe siècle, entre 1746 et 1786. Et pourquoi il mérite un livre? C'est que, en fait, pendant longtemps, il a été super célèbre, ce mec. Il a été considéré comme le plus grand aventurier du XVIIIe siècle, voire de l'histoire. Et bizarrement, là, de nos jours, il est complètement tombé dans l'oubli. Donc, Monsieur Ruffin s'est attelé à la tâche de raviver sa mémoire. Et franchement, ça valait le coup. Parce que ce mec, aussi incroyable que ça puisse paraître, il a visité quasiment toute la planète. Il a eu des aventures rocambolesques dignes d'un roman de Jules Verne. Et le pire, c'est que tout est vrai. Donc c'est un noble, c'est un comte qui est né en Hongrie, qui avait, comme tous les aristocrates de l'époque, des attaches familiales un peu partout en Europe, en Pologne, etc. Mais bon, son père avait un château en Hongrie. Donc il grandit et normalement il devait reprendre la propriété paternelle. Mais dans ce fameux XVIIIe siècle, il y a eu plein de guerres et plein de mouvements tectoniques en Europe, on va dire, et il s'est très vite retrouvé embrigadé dans les guerres européennes. Comme il avait de la famille en Pologne, en Russie, à un moment donné, il s'est retrouvé sur les champs de bataille de Russie, et malheureusement pour lui, il s'est retrouvé prisonnier, fait prisonnier par les Russes qui l'ont envoyé en Sibérie. Déjà à l'époque, les prisonniers politiques, on les envoyait loin, 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 et il se retrouve au Kamtchatka, c'est-à-dire à l'extrême extrême est de la Sibérie sur l'océan Pacifique. Là-bas, il se retrouve avec plein d'autres prisonniers comme lui, certains européens, d'autres du coin, et ils sont tous là apparemment pour toute leur vie, quoi. Il rencontre aussi celle qui va devenir sa femme dans cette prison, et au bout d'un moment, par un coup du sort, et puis parce qu'ils sont quand même intelligents et qu'ils ont toujours l'espoir de s'échapper, ils arrivent à faire un coup de main et à se sauver. Ils prennent un bateau, et lui, à l'origine, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. En tout cas, revenir en Europe occidentale, quoi. Et malheureusement, pour lui, ça va pas se passer comme ça. Il va se retrouver embarqué, déjà parce qu'il se fait poursuivre, et parce que son pilote, qui est en fait un prisonnier comme lui, n'est pas forcément un super pilote, quoi. Et donc, en fait, il se retrouve dans le Pacifique Nord, à découvrir pour la première fois les Aléoutiennes, des îles qui sont un peu au nord du Japon, et plein d'îles dans lesquelles aucun Européen avait jamais mis le pied. Donc ça dure pendant un certain temps. Finalement, il arrive à arriver au Japon. À cette époque-là, le Japon, bien qu'il soit sur le chemin de la modernité, c'était pas encore une ouverture totale. Et il a de la chance, l'endroit où il arrive au Japon, il trouve de l'aide, et puis il va en Chine. Donc à ce moment-là, lui, il essaye de se faire financer pour repartir en Europe, encore une fois, ça dure et tout. Bon, je vous la fais courte.
Finalement, il va errer pendant des mois dans le Pacifique, il va se retrouver même en Polynésie. À un moment donné, on va lui proposer d'être roi d'un archipel. Mais au bout d'un moment, il rentre en France. Et quand il rentre en France, il devient la coqueluche de la cour de l'époque. Mais lui, vu qu'il a découvert plein de territoires qui sont encore vierges, bah, dans sa tête, il se dit bah, je peux les revendiquer au nom de la couronne qui me financera. Donc il essaye pendant des mois, voire des années, essayer de se faire financer, ça marche pas trop. Donc il va où? Il va aux États-Unis. Et rencontre Benjamin Franklin, qui le finance. Et donc il arme un bateau, mais ce bateau, bah, qu'est-ce qui lui arrive? Il fait naufrage au large du Brésil. Donc déjà là, il a fait les trois quarts de la planète, notre bon vieux Beniowski. Donc je vous spoil pas tout, et là j'ai vraiment fait court, hein, mais c'est extraordinaire les aventures, les rebondissements qui se passent dans la vie de cet homme. Tout ça pour vous dire qu'il va lui arriver encore plein de péripéties, il va se retrouver à un moment donné en Madagascar, à un moment donné il va peut-être même être le roi de Madagascar, et donc il va être considéré comme le plus grand aventurier du XVIIIe siècle. Je vous raconte pas la fin. En tout cas, ce roman est basé sur les mémoires de Beniowski. Et je vous avoue que depuis que j'ai lu ce livre, je les cherche un peu, ces mémoires, je ne les ai pas encore trouvées. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup et c'est un vrai livre de vacances. Parce que déjà, ça vous transporte, ça vous fait voyager, ça vous apprend l'histoire de l'Europe du XVIIIe siècle et même du monde. Il y a tout dedans, hein. Il y a une histoire d'amour incroyable, il y a des pirates, il y a des vrais méchants, il y a des batailles napoléoniennes, il y a tout ce que vous voulez. Il y a le nouveau monde, il y a le nouveau monde, il y a des paradis perdus et des îles inconnues. Donc franchement, je vous conseille Le Tour du monde du roi Zibeline de Jean-Christophe Ruffin. Un petit poche à pas cher. Ensuite, dans un des podcasts précédents, au tout début, je crois que je vous avais parlé d'un livre de Amin Malouf qui s'appelait Les croisades par les Arabes. Donc c'était un essai qu'il avait fait. Mais moi, mon livre préféré d'Amin Malouf, c'est Samarcande. Et Samarcande, c'est fabuleux. Là, on rigole pas. C'est, à mon avis, un chef-d'œuvre. Oui, oui, un vrai. Je pèse mes mots, c'est un chef-d'œuvre. J'ai jamais connu quelqu'un à qui j'ai conseillé de livre qui m'a dit que c'était naze. Et c'est vraiment bon. Alors, c'est quoi Samarcande? Bah, comme son nom l'indique, ça se passe un peu à Samarcande, mais pas que. Les protagonistes de Samarcande sont Omar Khayyam. Omar Khayyam, c'est le plus grand poète de langue arabe de tous les temps. Dans le monde oriental, il est l'équivalent de Rimbaud, Shakespeare, Baudelaire, Molière réunis. On apprend ses poèmes à l'école depuis toujours et pour toujours. Et c'était aussi un scientifique. Et ce qui est amusant dans le début de ce livre, c'est qu'au début ça se passe au XXe siècle. Il y a une espèce d'histoire d'amour où un couple embarque en croisière et tout. Et puis il y a un événement qui fait qu'on se retrouve propulsé au XIe siècle, à l'époque de Omar Khayyam, et on va suivre sa vie. Et la caractéristique de Khayyam, c'est que à l'époque où c'était l'Empire musulman, etc., bah lui, c'est un grand scientifique, et il a travaillé pour plein d'émirs différents, en Asie centrale, en Iran, et notamment en astronomie par exemple. Il était aussi versé dans la science religieuse, mais il était un peu iconoclaste et indépendant, on va dire, parce que il se permettait de faire des poèmes où on célébrait le vin et l'amour, alors que normalement, hein, c'est péché, tout ça. Et dans ce livre, en suivant l'itinéraire de Khayyam, on va croiser l'itinéraire d'un autre personnage important de l'époque qui est Hassan Saba. C'est qui Hassan Saba? C'est le fondateur de la secte des Hachichins. Donc, comme vous le savez certainement, ce terme des Hachichins, c'est ce qui a donné assassin en français. Pourquoi? Parce que certains le considèrent comme le premier terroriste de l'histoire, même s'il y en a eu d'autres avant. En fait, à l'époque, Hassan Saba, il n'était pas content de la manière dont les gouvernants dirigeaient l'Empire, et il a créé une secte d'assassins, et il a créé ce qu'on appelait le nid d'aigle dans les montagnes, là, au nord de l'Iran.
et dans lesquels il se réfugiait, et il envoyait ses assassins tuer des ministres à la sortie de la mosquée, par exemple, et comme ils étaient complètement cheatés, ils n'avaient pas peur, et même s'ils se faisaient tuer, c'était pas grave. Dans leur tête, ils faisaient ça pour la bonne cause, et ils étaient même pas conscients de ce qu'ils faisaient. Et le truc, c'est que ce nid d'aigle, là, il va durer suffisamment longtemps, jusqu'au moment où les Mongols, en fait, vont réussir à le prendre d'assaut, alors qu'avant, personne n'avait jamais réussi. Toutes les armées que l'émir avait envoyées, ça n'avait jamais marché. Et le fait est que ces deux personnages en fait se sont connus et sont devenus amis. Chacun bien sûr a pris une voie différente, mais on voit leur interaction sur le long terme. Et par ce biais, Malouf nous raconte l'histoire euh, de l'Iran de l'époque et de plus largement de l'empire musulman de l'époque. Et surtout aussi d'un ministre qui était bon, ce qu'on appelait le grand vizir du calife, qui était Nizam al-Mulk. Et Nizam al-Mulk, pareil, dans le monde oriental, et même pour les historiens qui connaissent, c'est devenu l'exemple type du politicien de génie. En réalité, c'était lui qui dirigeait les affaires de l'Empire, et il a même écrit un livre dont il est fait référence dans l'ouvrage de Malouf, qui est une espèce de guide de la bonne gouvernance. On pourrait peut-être le comparer à Machiavel, par exemple, en Europe, sauf que lui, il a vraiment exercé le pouvoir, à la différence de Machiavel. Et en fait, toutes ces touches d'informations historiques, plus le talent de conteur de Malouf, hein, comme il l'a fait par exemple dans Léon l'Africain, dans d'autres ouvrages, bah, ça donne un charme, une atmosphère, un goût au livre, qui fait que de toute façon on est pris et qu'on le dévore vraiment très très vite, mais qu'on reste quand même longtemps dans cette ambiance en se remémorant les passages du livre. Bah, et comme on est pris aussi dans les péripéties de l'histoire, quand je vous dis à un moment donné, il y a la prise du nid d'aigle par les Mongols, là, et bah pareil, hein, dans d'autres podcasts, je vous ai raconté ma passion pour tous ces peuples de steppe, et en fait, il y a parmi ceux qui étaient présents dans les troupes qui ont conquis le nid d'aigle, il y avait un chroniqueur arabe qui a suivi les Mongols et qui a ensuite écrit l'histoire secrète de la conquête mongole. Et ce livre, pareil, c'est un truc que je cherche depuis des années. Apparemment, il a vraiment existé, il a été traduit et tout. Et j'ai vraiment eu du mal à le trouver. C'est un truc mythique parce qu'on a plein de biographies de Gengis Khan, d'histoire de l'Empire mongol. Mais là, c'est une chronique, une vraie chronique d'un contemporain. Et apparemment, enfin, le livre qui se rapproche le plus de ça, ce serait le livre de René Grousset, dont je vous ai parlé dans les conseils estivaux de, je sais pas, deuxième ou troisième partie, là, quand je vous parlais de l'Empire des Steppes. René Grousset, c'est un des plus grands historiens français, hein, du XXe siècle. Et je crois que lui, dans son histoire justement de l'Empire mongol, parce qu'il a fait une biographie de Gengis Khan et une histoire de l'Empire mongol, je pense que il a traduit ou alors il s'est fortement inspiré de cette chronique. En tout cas, ça aussi, ce sera un conseil, pas forcément estival, mais si vous tombez sur, de toute façon tous les ouvrages de Grousset, si vous tombez sur cette traduction, bah, dévorez-la. Mais pour en revenir à Samarcande, sincèrement, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus. Et comme le nom de mon podcast l'indique, j'en ai mangé des tonnes, des bouquins. Et c'est pas juste le fait qu'il y a des personnages historiques, que ça. C'est que Malouf, là, avec ce livre, il fait preuve d'un vrai talent de conteur. Et, ne serait-ce que. Bon, bien sûr, il y a le style qu'il emploie, mais il arrive vraiment à nous emporter à cette période historique et à faire en sorte qu'on a l'impression d'être présent. Il y a une espèce de presque de nostalgie ou de mélancolie qui montre qu'à une époque, dans cet empire musulman, aujourd'hui bien sûr l'image qu'on a des musulmans elle est tout à fait autre, mais à l'époque c'était une époque de science, de tolérance, de raffinement, de grande civilisation. Et il nous fait partager ça, il nous fait goûter à cette époque révolue. Et comme je vous dis, moi je suis un grand fan de Malouf, même si je pense que il y a eu deux périodes, hein. Il y a eu une période de Samarcande, les chroniques des Arabes, tout ça, Léon l'Africain, etc. Et à partir du rocher de Tanios, j'ai trouvé que il avait perdu justement un peu de tout ça. Alors bien sûr, dernièrement, il a sorti les identités meurtrières, par exemple, c'est qu'il y a encore un essai sur l'intolérance, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans ce qui est des romans purs, euh, moi je vous conseille ses premiers romans, Samarcande, Les Jardins de Lumière, Léon l'Africain. Ils ont tous ce,
cette touche un peu évanescente, un peu onirique, qui nous prend en tout cas, qui nous dresse à chaque fois une ambiance, que ce soit de l'Andalousie ou de l'Iran ou du Levant. Donc deuxième conseil, c'est Samarcande d'Amin Malouf. Et pareil, c'est un vrai livre de vacances. Vous partirez 2 fois en vacances. La première fois dans votre lieu de résidence et la deuxième fois avec Omar Khayyam. Troisième conseil. Alors, peut-être des petits polars, hein. Des petits polars, je n'en ai pas encore conseillé des polars. Alors, je vais vous conseiller un livre de Granger, Jean-Christophe Granger. Alors c'est pareil, il y a une auditrice là, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que je devrais pas à chaque fois raconter pourquoi j'ai lu un livre ou pourquoi je m'y suis intéressé. Mais moi je trouve que ça fait partie du truc. Donc je ne dérogerai pas à cette règle. Je vous ai dit plein de fois qu'en fait, moi, avec les auteurs français, j'ai souvent eu un problème de snobisme en me disant que ils n'étaient pas à la hauteur des anglo-saxons, par exemple, dans tout ce qui concernait l'imaginaire, ou même le polar, ou le thriller. Et pendant longtemps, donc, j'ai snobé Granger. Je me suis dit, ah, surtout pas celui-là, c'est quoi ces bouquins là, les rivières. J'avais vu Les Rivières pourpres au cinéma, j'avais envie de rigoler. Bref, un jour, comme d'hab, la même histoire à chaque fois, dans un autre livre, je tombe sur Miserere. Je me rappelle, je l'avais vu dans une vieille émission littéraire avec Picouli, je crois, vous savez, l'écrivain d'Aîné Picouli, à une époque, il avait une émission littéraire. Il avait invité tous les super vendeurs de polar, hein. Il y avait Lovenbruck, il y avait Thiers, je crois, et il y avait lui, hein. Et pareil, je m'étais dit, mais putain, c'est quoi ces auteurs français claqués? Mais bon, je me trompais. Donc, je tombe sur Miserere et je me dis, allez, quand même, un vraiment genre de livre, ça goûte avant de juger. Et sincèrement, je fais mes excuses à Jean-Christophe Granger publiquement. C'est peut-être le meilleur auteur de polar français. Alors, c'est quoi Miserere? Pour peut-être parce qu'il en a vendu des millions, hein. Alors je pense que il y a pas de gens qui n'ont pas lu du Granger, mais bon. Miserere, déjà ce qui est fort, c'est que parce que c'est un ancien grand reporter, Granger. Et justement, ce que j'aime chez lui, c'est que on voit qu'à chaque fois qu'il écrit un bouquin, il y a de la recherche. Ça sort pas de nulle part, c'est documenté et ça se sent. Et donc, il y avait un ouf, un cinglé, un psychopathe qui s'appelait Schiller, qui avait fondé, c'était un ancien nazi qui avait fondé une secte au Pérou. Et moi, bien longtemps après, j'avais lu un livre de Ploquin. Ploquin, c'est un spécialiste du banditisme qui a écrit plein de bouquins en France. Bah, je vous en parlerai un jour. Et j'avais vu aussi un documentaire sur France 5 qui parlait de ça. Et c'est là où je me suis dit, putain, Granger, en fait, c'est vrai, il avait vraiment fait des recherches de fou. Enfin bref, ce mec s'était sauvé au Pérou, avait fait une secte étrange, là, et donc comme d'habitude, hein, un gourou, viol de femmes, torture d'enfants, etc. Donc il prend ça comme point de départ, et donc il écrit un polar sur ça. Et ce qui est fort, c'est que, pareil, comme d'habitude, les protagonistes de l'histoire, c'est des flics. D'ailleurs, ça a été adapté au cinéma avec Depardieu et Joe Star, donc je l'ai pas vu, mais là j'y crois pas une seconde. Mais donc, ces deux keufs là qui sont les protagonistes principaux, pareil, ce qui m'avait super accroché dans le livre, c'est que un des deux, par exemple, il travaille à Gennevilliers. Et il va à Nanterre, il va dans toute la banlieue ouest un peu crade de Paris. Et moi, il s'avère que j'ai grandi dans ce coin. Et d'habitude, si dans un bouquin, si on me parle de Gennevilliers ou de Nanterre, bah, j'ai pas envie. Parce que souvent, c'est justement, c'est des clichés, c'est mal écrit. Et là, bah, on aurait dit qu'il nous parlait de la banlieue de Los Angeles avec les Crips et les Bloods, quoi. C'était super vrai, super plausible, super réaliste. Et ça se retrouve dans tous ces bouquins. Donc déjà, il y avait deux choses qui m'accrochaient. Le côté secte bizarre nazi, là, et le côté flic de banlieue, mais crédible. Donc, je vous spoile pas l'histoire, ces deux flics vont creuser jusqu'à se retrouver au Pérou. Et à un moment donné, par exemple, il nous parle d'une espèce de no man's land en France, là, je sais pas où, je sais pas si c'est le Larzac ou. Mais on a l'impression d'être au Far West. Et donc, il arrive à manipuler les ambiances, différentes ambiances. Et c'est haletant, hein, c'est à la Granger, justement, ça s'arrête pas, jusqu'à l'apothéose de la fin.
Et franchement, c'est le livre qui m'a converti au grangérisme. Parce qu'après, j'en ai lu plein de Granger. J'ai quasiment tout lu. Mais donc, si Misère vous plaît, vous pouvez lire donc les Rivières pourpres, parce que les Rivières pourpres, ça va être pas du tout comme le film, c'est super bien. Vous pouvez lire le Concile de Pierre, vous pouvez lire... j'ai oublié celui qui se passe avec le Vatican, j'ai un trou. En tout cas, par exemple, moi, le dernier que j'ai lu, là, parce que dans les 4-5 derniers, j'ai l'impression que Granger fatigue un peu. Et Kaiken qui était bien, ce qui se passe avec dans l'univers japonais. Mais le dernier, par exemple, c'est Les Promises. Ça se passe quand les nazis prennent le pouvoir en 33, là, et justement, ils nous brossent un tableau de la société, justement, de différents personnages, chacun d'une couche différente, et quel impact va avoir sur eux l'avènement du nazisme. Et ouais, dans les derniers, moi, peut-être les 4-5 derniers, c'est le seul qui m'a vraiment plu. Mais en tout cas, jusqu'à Lantano, là, Congo Requiem et Lantano, le vol des cigognes, ouais, le vol des cigognes, c'est fantastique. Je sais, là, on va encore me dire que je pars dans tous les sens. En tout cas, lisez tout Granger. Il y a peu de déchets. Si on continue dans les polars. Ah, il y a, je vous ai parlé une fois de Dan Simmons, qui avait écrit Hyperion et Endymion, donc un des meilleurs cycles de science-fiction de tous les temps. Quand j'avais découvert cet auteur, j'avais commencé comme d'hab, hein, quand on trouve un auteur qu'on aime, on essaye de lire à peu près tout ce qu'il fait. Et je me suis rendu compte qu'il avait écrit aussi des polars. Et à un moment donné, il avait voulu rendre hommage au hard-boiled, au roman noir hein, américain, et il a écrit une trilogie, la trilogie de Joe Kurtz. C'est Vengeance, Revanche et Une balle dans la tête. Alors bien sûr, vous pouvez les lire indépendamment, mais le mieux c'est de lire les trois, et c'est extraordinaire. Joe Kurtz, c'est un malfrat qui sort de prison, un malfrat qui n'était pas vraiment un vrai malfrat, qui s'est fait piéger, qui a été en prison, etc. Il sort de tôle, il peut pas faire grand chose, comme c'est un tôlard, donc il devient détective privé et il se retrouve brigadé dans 1000 histoires avec la mafia, avec d'autres clans mafieux différents, avec les keufs qui les coursent, avec des voleurs internationaux. C'est du vrai hardboiled. Il essaye à chaque fois de protéger les innocents, personne ne le croit. On le course, on le course, on le course, mais ce personnage, il l'a vraiment créé comme les personnages des années 30-40, quoi. C'est un vrai, c'est un dur à cuire. On lui la fait pas. Il arrive à emballer les meufs, hein, c'est normal. Mais en tout cas, on s'y attache vraiment. Et c'est pas cliché. Parce que souvent, ceux qui veulent rendre hommage au hardboiled, ils ont du mal. Parce que c'est une école de polar qui est née dans les années 30-40. Et il fallait avoir l'esprit de cette époque-là pour vraiment le faire. Bien sûr, il y en a qui réussissent. Hein, mais souvent, c'est des facsimilés, c'est des succès d'année, c'est pas très bien imité. Mais là, pour un essai, c'est un coup de merde. Un coup de maître, pardon. Et il a écrit aussi un autre polar, qui est totalement différent, c'est L'échelle de Darwin. Là, en fait, c'est un mec qui est spécialiste des accidents. C'est pareil, c'est un angle qui est fantastique. Donc le gars, il connaît toutes les statistiques, toutes les références de tous les accidents d'avion, les accidents de voiture, les accidents de train. Et d'ailleurs, ça peut paraître un peu lourd hein, par moment, parce que souvent, justement, pour étayer cet angle-là et donner de la substance au personnage, au début, il nous montre plein de cas de figure différents, avec plein de stats et tout. Alors je sais que plein de lecteurs de ce livre trouvent qu'à un moment donné, c'est redondant. Mais en fait, on peut aimer ça aussi. Je veux dire, si on rentre vraiment dans l'ambiance du livre et dans la tête du héros, ça passe. Donc ça fait 4 polars de Simmons. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ben, je vais vous dire ça tout de suite puisque je me balade dans la bibliothèque. Hein. Je vais vous trouver un petit truc. Ah ouais, alors là, accrochez-vous. Connaissez-vous Eli Yoshikawa? La pierre et le sabre et la parfaite lumière. Vous savez ce que c'est ça? Alors ça. Donc comme son nom l'indique, Yoshikawa est un auteur japonais. À l'époque où il était traduit en France, tenez-vous bien, il avait déjà vendu 25 millions d'exemplaires au Japon de ces deux romans.
Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ces deux romans? De quoi ça parle? Ça parle de Musashi. Donc, il y en a parmi vous qui savent qui c'est Musashi, hein, le plus grand samouraï de tous les temps. Il a même ensuite créé un style, une école, et écrit un traité célèbre de maniement du sabre. Mais là, en fait, il reprend de manière romancée, mais toute l'histoire de la vie de Musashi, de l'enfance à la mort. Alors, comme ça, peut-être que ça peut paraître un peu aride ou un peu même inintéressant. On n'est pas obligé de s'intéresser au samouraï. Moi, je sais que je m'y intéresse depuis toujours, mais Musashi, en fait, au Japon, c'est un héros national. C'est une légende vivante. Enfin, j'allais dire vivante. C'est une légende. Il a même donné naissance à un nouvel art martial, le Kinjutsu. C'est sa manière à lui de sabrer. Et même à une philosophie. En tout cas, pour les Japonais, c'est vraiment, vraiment un mythe et une histoire qu'on lit et relit de l'enfance jusqu'à la vieillesse, et pas seulement celle-là, hein, pas seulement celle de Yoshikawa. Il y a des vraies biographies, il y a des mangas, il y a des films sur lui. Enfin, c'est le Zorro japonais, quoi. Et en tout cas, nous est parvenu en France ces deux volumes. Alors, à l'époque où ils sont sortis, je sais que ça a marché pas mal. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on les trouve toujours en poche, j'ai lu, hein, facilement, mais en grand format, il y a une intégrale des deux volumes. Donc, c'est facile, et ça coûte pas très cher, et l'avantage, c'est que c'est souvent réédité, on tombe souvent dessus. Mais c'est fabuleux, hein, parce que c'est un grand romancier, et donc, c'est pas genre aussi aride qu'une biographie, par exemple. C'est une biographie romancée, mais c'est par exemple pour ceux qui viennent de voir comment elle s'appelle la série là, sur Disney Plus, Shogun. Apparemment, c'est un des meilleurs scores de Disney Plus de tous les temps, là, Shogun. Tel point, et pareil, c'était tiré d'un bouquin, hein, de Clavel. Et, et ben, ils vont faire une saison 2 et 3, apparemment, tellement ça a bien marché. Bah, si vous aimez cette ambiance, bon, c'est pas la même époque, hein, mais justement de samouraï, d'honneur, de clan, de ronin, de ninja, enfin, de tout ce qui fait le sel de la culture japonaise médiévale. Eh ben, dévorer la pierre et le sabre. Et ça, pareil. Même les gens qui s'intéressent pas aux samouraïs, même les gens qui n'ont jamais pensé lire d'histoire de sabre, bah, c'est D'Artagnan en fait. C'est D'Artagnan au Japon. C'est fantastique. Franchement, lisez La pierre et le sabre et La parfaite lumière. Et pareil, pour les vacances, prenez les deux. Ça vous fera les 15 jours qui restent et vous rentrerez dépaysé, super dépaysé. Peut-être que vous aurez envie d'apprendre le maniement du sabre en plus. Allez, un autre conseil. Revenons au vrai polar, au vrai de vrai. Edward Bunker. J'ai tourné ma tête là et j'ai vu le livre et je me suis dit, oh ouais, je suis obligé de vous en parler. Edward Bunker, aucune bête aussi féroce. Edward Bunker, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au cinéma, qui ont vu Reservoir Dog, eh ben c'était un des Mister, vous savez, Mister Pink, Mister Blue, Mister Black, là, au tout début. Un de ceux qui disparaît vite, hein. Je crois que c'était Mister Pink, et ben c'était Edward Bunker. Et pourquoi Tarantino l'a fait passer en caméo dans son film? Parce qu'Edward Bunker, c'est un vrai truand, un vrai taular qui a passé une longue période de sa vie en prison, en Californie, et même dès l'enfance avait touché aux maisons de correction. Et ensuite, au bout d'un moment, il a réussi à se réhabiliter, il a écrit. Et ces romans, quand ils sont sortis aux États-Unis, ils ont vraiment marqué toute une génération et le grand public. Et son premier roman, c'est Aucune bête aussi féroce. Et ça raconte justement le temps qu'il a passé en prison et le moment où il est sorti pour la première fois et le mur auquel il s'est heurté en fait en tant qu'ex-dollar dans la société américaine des années, je crois que c'est les années 60. Et en fait, ensuite il a écrit la bête au ventre et La bête contre les murs. Donc ça fait une trilogie, mais vous pouvez les lire séparément. Il y en a une qui parle de justement son enfance en maison de correction et une qui parle de la fin plutôt. Et donc ça peut se lire indépendamment.
Alors bien sûr, il dit pas que c'est lui. Il met en scène un personnage, mais c'est abreuvé de ses souvenirs à 90%, on va dire. Et moi, ce qui m'avait vraiment plu dans Aucune bête aussi féroce, c'est justement le souci du détail qui est apporté à l'histoire. Vu qu'il a vraiment connu le pénitencier à Saint-Quentin et tout ça, la dureté de la prison en plus dans les années 60 en Californie, bah, il nous parle du quotidien d'un tolard, mais de l'intérieur. Et il se fait pas passer pour un super caïd à qui il n'est pas arrivé de galère. Il nous montre même les broutilles pour lesquels il tombe au début. En fait, c'est de la loose, quoi. La vie d'un truand lambda, que ce soit aux États-Unis ou n'importe où. Et surtout, c'est une fois qu'il sort, en fait. Parce que, à la limite, on s'attend à ce que ce soit dur pour lui en prison, à ce qu'il ait eu une vie difficile, qu'il l'ait mené au crime, entre guillemets. Mais au début, quand il sort, bon, le système américain, vous savez, on a un agent de probation, on est en conditionnel, on doit aller le voir tous les jours, enfin bref, ou toutes les semaines, et on doit pointer, quoi. Et en fait, c'est une espèce de prison mais en liberté. Et moi, je me rappelle pas en point de détail. Il est en galère, il a pas d'argent, il doit louer un appart. Los Angeles, en plus, c'est pas comme New York, c'est super étendu, il n'y a pas beaucoup de transports en commun, tout se fait en voiture. Si on n'a pas de voiture, bah, le bus, c'est tout- toute sa vie pour aller d'un point A à un point B. Et donc, il essaye vraiment au début, il essaye de se réinsérer, de se réhabiliter. Donc, il doit aller pointer chez son agent de probation. Et pour aller pointer chez son agent de probation, il doit bien s'habiller, mais il n'a pas d'argent. Donc à un moment donné, il va dans les trucs de YMCA, il va dans les surplus de l'armée, enfin il essaye de s'habiller correctement, entre guillemets, pour donner une bonne impression. Le truc, c'est qu'il n'a pas d'argent et qu'il achète des chaussures trop petites pour lui. Et à LA, comme je vous dis, il faut pas marcher, on peut pas marcher, c'est pas Paris. Donc déjà, il doit marcher. Parce que il doit prendre le bus, mais finalement, il n'a pas d'argent pour le bus. Et aux États-Unis, gruger, c'est pas comme en France, c'est pas genre un petit ticket, une petite amende. On peut même aller en tôle si si on gruge. Donc il essaye de prendre le bus, il n'arrive pas, il doit marcher. Mais il a des chaussures trop petites. Donc il peut pas marcher. Il arrive 1000 ans trop tard et il se fait traumatiser par l'agent de probation. Et ça part en vrille tout de suite. Mais ça part en vrille pour rien. Ça part en vrille parce qu'il n'avait pas d'argent pour s'habiller, pour s'acheter des chaussures à sa taille et pour prendre le bus. Donc après, il est obligé de retomber dans le crime. Et à partir de là, bah, la bête féroce va se révéler. Et on va voir ce que c'est la loose de la truanderie. Mais, et même la dernière phrase du livre, je vous la dis pas, je vous la spoil pas, mais ça donne un état d'esprit. Justement, que seul quelqu'un qui a vécu ce genre de fait peut écrire, quoi. Peut nous donner. Donc, dans un genre un peu semblable, mais avec un point de vue différent, une autre trilogie. Alors, bon, elle est un peu célèbre, mais tout le monde ne l'a pas lu. C'est La Griffe du Chien, Cartel et la Frontière, de Don Winslow. Alors, cet auteur, c'est un peu bizarre. La Griffe du Chien, Cartel, la Frontière, ce sont des chefs-d'œuvre de romans policiers. Vraiment, ce sont des chefs-d'œuvre. Mais bizarrement, on dirait qu'il a tout donné dans cette trilogie parce qu'il a écrit plein d'autres bouquins. Et en parlant souvent avec d'autres mangeurs de livres, on se dit tous, mais pourquoi ils sont pas du même niveau? Alors une fois, je l'ai écouté dans une émission sur France Culture et en fait, je crois comprendre pourquoi. Le thème de ces trois livres, c'est la lutte contre les cartels mexicains de drogue. Et lui, apparemment, je crois qu'il est à la base c'est un journaliste. Il a vraiment tout donné. Il a fait des enquêtes. À un moment donné, il était même en danger, comme d'habitude, quoi. Il a risqué sa vie, celle de sa famille, l'équilibre de sa famille. Il devait même pas écrire une trilogie. Il devait en écrire un, puis finalement après il avait trop de matière, il en a écrit un deuxième, et puis après ça lui mangeait trop la tête. Il a écrit d'autres bouquins, mais finalement il a écrit Frontières, c'était le dernier. Et après il a juré qu'il écrirait pas plus sur ça parce que sa femme allait le quitter sinon. Donc c'est vous dire l'investissement qu'il a mis dans ses bouquins et la densité de ses bouquins. Mais en tout cas, donc le thème c'est une histoire des cartels en gros, du début jusqu'à la fin. Je crois que ça commence à l'époque du Vietnam. Mais c'est fantastique. Et moi je serais passé complètement à côté si c'était pas un pote
qui mange des bouquins comme moi, quoi, qui est un peu plus dans le polar que moi, qui m'a dit pendant des années, mais lis ça, lis, puis finalement, bah ouais, j'ai écouté, quoi. Et je le remercie, parce que c'est un monument du livre policier, vraiment. Donc je vous le conseille et je vous le re-reconseille. Et changeons de style. Euh, Là, je pense souvent à des livres qui m'ont marqué pour vous donner des conseils. Et quand j'étais plus jeune, il y a un écrivain français qui était très connu avant, mais je pense qu'on connaît plus trop aujourd'hui, qui s'appelle Barjavel. Et Barjavel, c'est un écrivain qui a fait de la science-fiction toute sa vie, mais qui a jamais voulu admettre qu'il faisait de la science-fiction parce qu'il avait peur qu'on le mette dans cette case et qu'on n'achète pas ses livres. Alors, il est connu pour plein d'autres livres, hein, Le Voyageur imprudent, Ravage. Il est connu pour Ravage, voilà. Il y a beaucoup de gens, toute une génération a lu Ravage. Et moi, j'avais pas lu Ravage, j'avais pas lu Le Voyageur imprudent, j'avais pas lu Une rose au paradis, enfin, plein de livres qui sont célèbres de lui. Mais un jour, par hasard, vraiment par hasard, je tombe sur un bouquin qui s'appelle L'Enchanteur. Et j'étais encore assez jeune, et moi, une autre de mes marottes, c'est, comme plein de gens, hein, c'est le roi Arthur. Le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, Merlin l'Enchanteur. Et j'étais à la bibliothèque, je crois que c'était à l'époque hein, où j'avais lu Dune et compagnie, là, et comme je vous dis, elle était super bien pourvue, cette bibliothèque, franchement. J'ai eu de la chance d'aller au lycée en face. Et donc dans les rayonnages, je vois l'Enchanteur, hein, je me dis, ouais, Merlin l'Enchanteur, je lis la quatrième de couverture, c'est ça, c'est Merlin l'Enchanteur. Mais c'est une vision spécifique de Merlin l'Enchanteur. Par exemple, au début, on voit qu'il voyage dans le temps, quoi, et il est dans un supermarché, et il prend des conserves et tout pour les ramener à l'époque du roi Arthur. Et ce qui est fort aussi, c'est que dans ce livre, il y a toute l'histoire d'amour qu'il a avec la Dame du Lac en réalité. Parce que lui, la seule chose qu'il veut, en vrai, c'est de rejoindre la Dame du Lac et de vivre avec elle son amour, son grand amour. Parce que c'est ça, c'est vraiment l'amour de sa vie. Et c'est avec elle qu'il a appris la magie, en tout cas dans cette version-là. Mais le devoir lui commande d'aller s'occuper de notre ami Arthur, de son père, de lui, de la table ronde, du Graal, tout ça. Et comme je vous disais pour Samarcande, en fait, l'Enchanteur, pourquoi ce livre-là sur Arthur alors qu'il y en a des milliers, surtout sur Merlin? Eh ben, c'est qu'il a réussi à mettre une ambiance dans ce livre, à donner un angle, à travailler un angle qui est original dès le début. Et justement, il y a cette histoire d'amour un peu contrariée, voire impossible avec la Dame du Lac, toute l'histoire de tous les chevaliers, de Gauvin, Perceval, en passant par Arthur lui-même. Mais il y a une douceur dans ce livre, il y a, je sais pas, oui, une douceur. En tout cas, quelque chose qui nous transporte vraiment à la cour d'Arthur et à la magie qui, qui régnait là-bas. Même si, après, bien sûr, hein, vous connaissez l'histoire, hein, Morgane l'a fait, il y a la trahison, il y a Gauvin et Guenièvre, tout ça. Mais moi, c'était le premier livre que je lisais vraiment sur Arthur et les chevaliers de la table ronde. Et bon, bah, c'est par ce biais-là que je suis rentré dans la matière de Bretagne, on va dire. En tout cas, je l'ai relu récemment encore, genre 20 ans après, ou un truc comme ça, ou même plus, 30 ans après. Et ça a rien perdu, c'est toujours aussi bon. Et pour en avoir parlé par hasard il n'y a pas longtemps avec un autre podcasteur, là, il m'a dit que lui aussi c'était un livre qui l'avait marqué. Donc, je vous le conseille. Si ça a marqué deux podcasteurs de bouquins, ça veut dire que c'est un bon conseil. Alors, on a 38 minutes. Allez, vu que c'est la dernière salve de conseils, je vais encore vous en conseiller deux ou trois. Hmm. Alors, je tourne mon visage à travers la bibliothèque. Ah bah oui, bien sûr, vu qu'on est en train de parler du roi Arthur, je suis obligé. Il y a un auteur qui est devenu, enfin, qui est célèbre depuis longtemps, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Il avait été élu le meilleur auteur du Royaume-Uni il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Bernard Cornwell. Bernard Cornwell, il a écrit une trilogie sur Arthur. Ça s'appelle Le Roi de l'Hiver, L'Ennemi de Dieu et Excalibur. Et vous avez de la chance parce que il y a peut-être 4-5 mois, c'est ressorti là au livre de poche. Et elle était introuvable cette trilogie pendant des années, à tel point que
les livres de poche sur le net, ils se négociaient à des dizaines et des dizaines d'euros, c'était incroyable. Et donc là, c'est ressorti. Et Bernard Cornwell, pourquoi je vous parle de lui? Parce que vous devez le connaître pour les Chroniques saxonnes. Chroniques saxonnes, pour ceux qui ont regardé Netflix, c'est The Last Kingdom, le dernier royaume. Vous savez, je suis Uhtred, fils d'Uhtred, ce guerrier saxon qui a été élevé par les Vikings et qui essaye de récupérer le fief de son père, Bebenberg, à la frontière avec l'Écosse. Et ça, c'est fantastique, hein. Pour une fois, la série, elle est vraiment bonne parce qu'elle reprend quasiment à 100% la série de livres. Et l'avantage, c'est que pareil, c'est que là, c'est Brajlon qui les ont ressortis en poche. Et parce que pendant longtemps, en fait, je crois qu'on avait eu deux ou trois des bouquins, alors je crois qu'il y en a 8 en tout. Et donc moi je m'étais rabattu comme d'habitude sur la version anglaise, hein, en VO, parce que franchement j'allais pas attendre que ça sorte. Ça fait 15 ans que ça sortait les uns après les autres en VO, et que en français on était resté bloqué au 3 ou 4, ça rendait fou. Et ça c'est vraiment bien. De toute façon Cornwell il a pas été élu pour rien meilleur auteur britannique, même si ça veut rien dire en vrai, hein, mais pareil, c'est un mec qui a fait de la recherche et qui a un vrai don de conteur, quoi. Et, comme je vous l'ai dit souvent, hein, moi, les Vikings, ça fait partie de mes marottes, hein. La conquête viking des îles britanniques, c'est toujours un truc qui m'a fasciné aussi, justement, parce que vu que les Saxons, en fait, c'est leur grand-père aux Vikings, les Saxons, ils viennent du même coin. Ils avaient conquis l'île juste après la chute de Rome, quoi. Et leurs petits-enfants viennent, ou leurs cousins, viennent les détrôner à leur tour. Et, euh, et justement, cette trouvaille d'avoir fait d'un Saxon le fils adoptif d'un Viking, et justement le fait qu'il soit tiraillé entre les deux mondes toute sa vie et lui veut juste récupérer le fief de son père. Franchement, c'est pour ceux qui aiment les récits historiques, quoi, l'historical fiction comme on dit. Ça, pareil, c'est un style dont les anglo-saxons sont super friands, et où ils sont super bons en plus. En plus, souvent, c'est écrit par des anciens universitaires spécialisés dans, par exemple, les croisades, les Mongols, ou là, par exemple, les Vikings. Et malheureusement, en France, on a très peu de traductions. Ça commence un peu avec ça, là. Par exemple, là, on a Scarrow, on a les Aigles de Rome, je crois, qui est donc pareil chez Brajlon en poche. Mais c'est vraiment dommage parce que, en tout cas pour ceux qui lisent l'anglais et ceux qui apprécient ce genre ou qui ont envie de s'y mettre, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de cycles. Ah tiens d'ailleurs, un pareil qui a écrit qui s'appelle Connie Gulden. Et malheureusement, il a écrit tout un cycle sur Gengis Khan, mais en France on en a eu que 3. Mais déjà, c'est bien. Connie Gulden, rappelez-vous de cet auteur. Et par contre le titre, je me rappelle plus là sur le, parce que moi je les ai en VO. Et en tout cas, c'est l'histoire de Gengis Khan, mais de lui, de ses fils, etc. Et lui, pareil, c'est un maître de l'historical fiction. Et donc voilà, ça fait de Cornwell sa trilogie sur Arthur, sa série sur les chroniques saxonnes, The Last Kingdom en anglais, qui est extraordinaire. Alors ça, bon, conseil estival et conseil de toute votre vie, hein. De toute façon, à part si vous êtes un vrai mangeur de livres, vous ne lirez pas toute la série en un été, mais quoique la trilogie sur Arthur, si vous pouvez. En tout cas, Bernard Cornwell, parce qu'après il a écrit plein d'autres bouquins. Il a écrit des bouquins sur la guerre de sécession. Je crois que c'est Sharp le héros. Pareil, c'est extraordinaire. Il a écrit à chaque fois c'est de l'historical fiction. Tout ce que vous trouvez de lui, vous pouvez le manger sans, sans arrière-pensée, sans réfléchir. Jetez-vous dedans, jetez-vous dedans, jetez-vous dessus. Allez, pour conclure, alors pareil, un planétari. Je vous ai expliqué, hein, dans un podcast, que c'était les planétaries. Pardon. D'ailleurs, le planétari, là, c'est surtout l'auteur. L'auteur, c'est Bernard Traven. C'est l'auteur, pour ceux qui sont cinéphiles, du livre Le Trésor de la Sierra Madre, qui a donné le film éponyme. Le truc, c'est que Traven, bah, c'est une énigme, cet auteur. Pendant super longtemps, on n'a pas su qui c'était.
On l'a confondu longtemps avec Craven, qui se prononçait aussi Craven, qui était le neveu de Byron, et qui était devenu boxeur en France, et qui avait écrit lui aussi un petit peu. Mais Traven, en fait, il a une histoire complètement incroyable. Ça commence en France et en Angleterre, en tout cas en Europe, entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Je crois qu'il a été anarchiste, qu'il a même dû participer à certains attentats à la bombe, ou je sais pas, des trucs bizarres. Il se sauve, il se retrouve au Mexique à l'époque où ils sont tous là-bas. Il y a Trotsky, il y a Frida, Frida Kahlo, ils sont 1000 à un moment. Vous savez, il y a des époques parfois où tous les oufs se rencontrent au même endroit. Et lui, en fait, il se retrouve là-bas. Alors, il prend des identités secrètes et il sent quand même, il sent que ça sent le roussi pour lui, quoi, et il profite d'être au Mexique pour s'intégrer à une équipe archéologique qui va découvrir les premières les ruines mayas. Il se retrouve dans la péninsule du Yucatan, il se fait passer pour un photographe, et le truc c'est qu'il filme et il photographie cette expédition, et c'est là en fait qu'on a une des rares photos de lui. Pareil, après il disparaît. Pendant longtemps on le cherche, et il y a un mec d'Hollywood qui arrive à le retrouver, et il lui demande de participer à l'adaptation de son livre, qui est le trésor de la Sierra Madre. Donc il participe au tournage, mais pareil, toujours un peu incognito. Puis ensuite, après, il disparaît vraiment. Plus personne ne sait où il est. On sait pas trop. Donc, franchement, rien que pour ça déjà, pour la vie de ce mec, il faut lire au moins un de ses bouquins. Ou je crois que c'est le seul d'ailleurs qui est paru. Donc Bernard Traven, le trésor de la Sierra Madre. Ça vous va ou je vous fais des bonus? Je vous fais quelques bonus. Ok, je vous fais quelques bonus. Alors je regarde un petit peu dans la bibliothèque encore. Ah bah justement, puisque je vous ai parlé de Traven, il y a Patrick Deville. Je voulais vous parler d'un de ses romans, Peste et choléra, mais justement, en fait, Patrick Deville, et dans tous ses bouquins, il prend toujours à peu près c'est la même méthode. Et il s'intéresse à des personnages qui ont vraiment existé, il raconte leur vie et il fait une enquête approfondie. Dans Peste et choléra, on suit la vie de Yersin, qui a inventé le vaccin contre la peste. Alors comme ça, on a l'impression que c'est un truc un peu chiant, mais en fait, c'est pareil, ce mec-là qui a inventé, c'était un des disciples de Pasteur, qui se retrouve en Chine au moment où il y a la dernière épidémie de peste et qui arrive à isoler justement le bacille de la peste, et qui invente le vaccin et qui reste après en Asie, et à qui il arrive des aventures dignes d'Indiana Jones. C'est incroyable, sa vie elle est incroyable, et ce bouquin il est incroyable. Et pourquoi j'ai fait le parallèle avec Traven, c'est que donc il a écrit plusieurs livres en ville, et il y a Pura Vida, je crois que c'est Mexico, justement, où il parle de cette période où, comme je vous dis, tout le monde se rencontre là, à Mexico à cette époque là, où il y a Trotsky, Frida Kahlo, son mari, le peintre là, plein d'autres personnages, et à un moment donné, justement, il y a toute une ellipse sur Travin, parce que il les rencontre à ce moment-là, et c'est le seul écrivain, lui, que j'ai trouvé qui vraiment a, a enquêté à ce point-là sur Travain, et c'est le premier qui m'a fait une biographie un peu de cet écrivain, parce que sinon pendant longtemps, je vous dis, on n'arrivait pas à déterminer quelle était sa vie. Donc voilà, on peut passer de l'un à l'autre. Et pareil, Granville, vous pouvez lire tout, hein, c'est incroyable. Il y avait un, un livre aussi où il racontait l'histoire du Venezuela, là, où je savais même pas que ça avait été une colonie américaine pendant un moment, à l'époque où ils ont pris le Panama, où ils ont pris les Philippines, où ils étaient aussi dans une dynamique coloniale, et ça nous raconte l'histoire d'un Américain là-bas qui a failli devenir justement le président ou l'empereur de ce coin. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que c'est Pura Vida justement le titre de ce livre. Donc vous pouvez y aller, là pareil, pour l'été c'est fabuleux. Ça se trouve en poche chez Point à chaque fois, et vous pouvez les lire en 2-3 jours à chaque fois, et prendre une cargaison avec, c'est incroyable.
Allez, encore un petit conseil. Bah comme quoi ça sert de regarder dans les rayonnages. Tout à l'heure je vous parlais de Cohn et Gulden là, qui avait écrit un livre sur Gengis Khan. Bah c'est Le Loup des plaines. Et il est disponible en poche. Il est un peu dur à trouver. Mais bon, puisque je vous avais dit que j'avais oublié le titre, là je viens de passer devant. Et ouais, comme je suis toujours devant le rayon polar, il y a un petit James Ellroy qui me fait de l'œil là. Ouais, quand même, il fallait bien que je vous parle d'un James Ellroy. Moi, un de ceux qui me plaît vraiment, c'est Perfidia. Pourquoi Perfidia? Parce que ça parle d'une période à Los Angeles toujours, hein, parce que c'est James Ellroy, qui est intéressante et sur laquelle en fait j'étais pas trop documenté. C'est la période du tout début de la Deuxième Guerre mondiale à Los Angeles. Et ce qui est fort, c'est que lui, en fait, il nous raconte, on va dire, les quelques semaines avant Pearl Harbor et quelques semaines après, en prenant pour personnages différents policiers et différents criminels, mais surtout des policiers, dans Los Angeles des années 40. Vous savez, à l'époque, c'est connu, c'est l'époque de ce qu'on appelait le gangster squad à un moment donné, parce que la police de LA elle était tellement corrompue qu'en fait c'était presque un gang, elle toute seule en tout cas, elle marchait main dans la main avec tous les différents gangs mafieux qui existaient à l'époque, qu'ils soient latinos, WASP, que sais-je encore. Et le truc c'est qu'un des flics qu'on suit, c'est un flic à la police scientifique, mais qui est d'origine japonaise. Et le problème, c'est que, comme vous le savez, quand il y a eu Pearl Harbor, les Américains, ils n'ont pas fait de détails. Tous les nippos américains, quoi, ils les ont mis dans des camps. On a saisi leurs biens, on a fait des camps dans le désert, on les a mis pendant toute la guerre. Eh ouais. Et c'était pas cool, ils ont pas fait ça avec les Allemands. Hein. Les Germano-américains, il n'y en a aucun qui est parti dans un camp. Comme quoi. C'est toujours la même chose. Enfin bref, et donc il y a ce flic qui essaye de se débattre pour faire en sorte que lui et sa famille finissent pas dans un camp. Il y a un flic totalement corrompu qui lui est fan de Bette Midler et qui essaye d'avoir une relation avec elle parce qu'elle vient à ce moment-là à Los Angeles. Il y a une lutte interne à la mairie parce que justement comme ils sont tous corrompus c'est le moment où il y a les premières écoutes et il y a deux factions différentes et ils essayent de se piéger les uns les autres, mais surtout c'est tout le fonctionnement en fait de la police à travers justement les agissements de ces différents policiers et des problèmes que rencontrent les Japonais, mais à plus grande échelle la communauté asiatique qui est à Los Angeles. Parce que vous savez, en Californie, c'était la région où il y avait le plus de Chinois, par exemple, parce que un siècle avant, il y avait eu la fameuse ruée vers l'or à San Francisco, en 1849, et parmi tous ceux qui étaient venus en Californie, parce que la ruée vers l'or de Californie, à la différence de plein d'autres ruées, celles qu'il y avait eu au Canada avant, il y en avait eu deux au Canada, au Klondike et au Yukon. Celle du Klondike, celle dont parle Jack London par exemple, dans ses ouvrages. D'ailleurs, excellent conseil, Jack London. L'appel de la forêt, ou par exemple Martin Eden. Martin Eden, c'est un de mes livres préférés. Petite parenthèse à l'intérieur de Perfidia. Lisez tout Jack London, c'est un des plus grands auteurs de tous les temps, vraiment. Mais Martin Eden, Martin Eden, Martin Eden, lisez Martin Eden. Donc pour en revenir à Perfidia, une chose que peu de gens savent, donc il y avait eu la ruée vers l'or. Et je dis à la différence de plus d'autres ruées vers l'or, bien sûr à chaque fois des gens viennent du monde entier, mais là, celle de Californie, vraiment le monde entier a accouru en Californie. Déjà, bien sûr, tous les Américains, mais il y a eu des Européens, il y a eu des Français. Alors, il y en a qui passaient par le Cap Horn, hein, qui faisaient tout le tour pour arriver. Il y en a qui arrivaient sur la côte Est et qui traversaient tous les États-Unis. Il y en a qui venaient d'Asie, mais surtout, il y a eu une forte immigration chinoise à ce moment-là, justement, pour venir participer à cette fameuse ruée vers l'or. Vous savez, il y a plein de films où on voit des Chinois à l'époque qui disaient, qui parlaient des États-Unis en l'appelant la montagne d'or, et ils faisaient miroiter à plein de candidats à l'immigration le fait qu'il y avait qu'à se baisser pour trouver de l'or en Amérique. Et donc les Chinois arrivent à ce moment-là, et
Comme les Chinois sont des travailleurs invétérés, ils s'organisent, ils travaillent et ils gagnent, ils arrivent à trouver de l'or. Et les Blancs en prennent ombrage. Et il y a plusieurs Blancs qui vont se plaindre aux autorités de l'époque en disant c'est pas normal, eux ils travaillent trop bien, ils nous prennent l'or, en plus c'est quoi ces Chinois qui viennent de je sais pas d'où là, c'est pas des Blancs, on veut plus qu'ils soient là. Alors les Américains étant des Américains, ils ne se sont pas dit on va être injuste si on fait ça, ils ont dit ok, ils ont interdit aux Chinois de travailler, mais le pire c'est qu'ils ont fait voter le Chinese Act. Alors, il y avait un autre terme entre les deux, je sais plus si c'était le Chinese Travel Act ou un truc comme ça. En tout cas, ça interdisait aux Chinois de rentrer aux États-Unis. Mais le pire, c'est que ça interdisait aux Chinois de repartir chez eux. Parce que pour ceux qui ont vu plein de westerns ou qui ont lu les Lucky Luke, il y avait eu aussi, vous savez, toute cette main-d'œuvre chinoise qu'on avait utilisée pour les chemins de fer. Donc ça veut dire qu'en réalité, les Chinois, ils ont pas mal participé à la ruée vers l'Ouest, à, à- à la construction en réalité de l'Ouest américain, même si c'est passé sous silence. Donc finalement, ils étaient quand même plusieurs, peut-être dizaines de milliers au moins, en Californie. Ceux qui étaient arrivés au bout du chemin de fer et ceux qui étaient là pour trouver de l'or. Et le problème, c'est que donc, ils n'avaient plus le droit de chercher de l'or, ils n'avaient plus le droit d'entrer chez eux. Ceux qui étaient candidats à l'immigration, ils n'avaient plus le droit d'entrer. Et ça a duré plus de 100 ans. C'est pour ça que le premier Chinatown, c'est celui de San Francisco, le plus grand avec celui de New York, là, et que en fait ils ont vécu en vase clos quasiment pendant 100 ans. Et donc au moment où Perfidia a lieu, là, bah, les Chinois, bien sûr, entre Chinois et Japonais, ils font la différence, mais pour les Américains, quand il y a eu Pearl Harbor, les Chinois, bah, il y a rien qui ressemble plus à un Japonais qu'un Chinois, quoi. Donc on se retrouve aussi avec le problème qu'ont eu toutes les communautés asiatiques de Californie au moment de Pearl Harbor. Et il y a un double problème, c'est qu'un des policiers corrompus dont parle Elroy, bah en fait lui il a construit tout son réseau mafieux avec la mafia chinoise. Donc ça fait un élément en plus. Donc on a le problème de la guerre avec les Japonais, le problème de la mairie corrompue des différents clans et des moyens de pression qui, qui essaient de mettre en œuvre pour se mettre des bateaux dans les roues les uns les autres. On a le problème de toutes les communautés asiatiques qui ont peur de subir les conséquences de la guerre. Par exemple, on ne le sait pas, mais il y en a plein qui se sont retrouvés au Mexique, des Japonais qui se faisaient passer pour des Chinois pour pouvoir passer la frontière et se retrouver au Mexique. Et ça donnait lieu à un trafic incroyable. Donc on a aussi après les Mexicains qui sont dans l'histoire. En tout cas, et on a aussi le cinéma, parce qu'en fait Hollywood, ça s'est pas arrêté avec la guerre, hein. Comme en France, hein, ça a été une des périodes les plus fastes pour le cinéma. Et le truc de Roy, c'est comme il est ouf de détails, et comme pareil, il a approfondi le sujet pendant peut-être des années, ça crée un bouquin qui retourne le cerveau et qui nous plonge dans cette époque. Et franchement, moi je me doutais pas qu'elle était aussi complexe. C'est vrai que c'est une époque. Bon, je connaissais un peu l'atmosphère de la guerre et tout ce qui s'était passé, mais en surface. En tout cas, en ce qui concerne la Californie, là, euh, c'est presque un documentaire. C'est presque un documentaire. C'est ça qui est fabuleux dans ce bouquin. Donc je vous conseille Perfidia. Et allez, pour finir, vu que j'ai parlé beaucoup de Planetary, excusez-moi, bah, je vais vous donner un conseil qui n'est pas un livre, mais qui est un comics. Je vous avais dit dans notre podcast qu'au début je voulais appeler ce podcast Planetary, en hommage à un comics qui a été écrit par Warren Ellis, un auteur de comics anglais qui a travaillé pour les plus grandes maisons d'édition américaines, Marvel, DC, Image et compagnie. Il y a une vingtaine d'années, il a écrit une série, un comics de 26 épisodes qui s'appelle Planetary et qui relate l'histoire d'un homme qui s'appelle Elijah Snow et qui est né, on va dire, à la fin du 18e et qui se rend compte au bout d'un moment qu'il est immortel et qui va apprendre avec Sherlock Holmes à étudier et à découvrir la face cachée du monde, l'histoire secrète du monde. Et c'est pour ça que ça s'appelle Planetary, parce qu'à partir d'un moment, il va écrire chaque année un ouvrage qui raconte l'histoire secrète du monde, genre par exemple 1834, 1836, enfin jusqu'à aujourd'hui, qu'il appelle Planetary.
Le truc, c'est que à un moment donné, il y a des ennemis cachés dans l'ombre qui sont comme lui, qui sont dotés de pouvoirs surhumains et qui vont lui faire perdre la mémoire. Et donc pendant un moment, il va plus savoir qui il est jusqu'à ce qu'une agence, Planetary, vienne le chercher. Parce qu'ils savent que dans son esprit réside le secret pour vaincre ces forces obscures. Alors dit comme ça, peut-être que ça peut pas trop intéresser, mais ce qui est fort, c'est qu'en réalité, chaque épisode, en tout cas pendant plus de la moitié du comics, fait référence à de la pop culture. Alors comme je l'avais dit, hein, ça peut être le cinéma hongkongais, de l'époque de John Woo, là. Ça peut être Godzilla et l'île aux monstres, ça peut être les héros d'ici, Superman et tout ça, ou les 4 Fantastiques chez Marvel. Ça- chaque épisode, ça peut être Tarzan et la cité perdue d'Opar. C'est fantastique, c'est d'une érudition sur la culture populaire qui est incroyable. Et en même temps, c'est aussi une histoire à suspense, une histoire super bien travaillée avec des personnages incroyables. Et en plus, c'est une histoire limitée. C'est pas Spider-Man où il faut en lire 60 ans, ou c'est 26 épisodes. Et l'avantage, c'est que maintenant, ça existe en anglais ou en français, en intégrale. Alors que moi, à l'époque, j'ai dû attendre parce qu'il y a eu un hiatus, à un moment donné, il était malade ou je sais pas quoi. Et genre, on va dire peut-être les 6 derniers épisodes, on a attendu des années. Genre 4 ans, 5 ans. C'était horrible. Mais là, vous avez tout. Et c'est un des meilleurs comics de tous les temps, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc pareil, ça vous pouvez le prendre avec vous sur la plage, hein, c'est une BD. Et c'est fantastique. Donc amis, mangeurs de livres, mangez aussi du comics. Merci de m'avoir écouté. J'espère que parmi tous ces conseils, il y en a qui vous plairont et il y en a que vous apprécierez autant que moi. Et bah à bientôt. Dans les prochains podcasts, je reprendrai le cours normal. Je vous parlerai de livres en particulier. Et si vous aimez ces podcasts, bah commentez, mettez des étoiles, mettez des cloches, que sais-je encore. Faites en sorte que nous sortions des limbes, comme je le dis souvent, des limbes de Podcastland. À bientôt, chers mangeurs de livres, et bonnes vacances.